Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans un regard en arrière. Plus tard dans la nuit, l'une de ses amies m'a envoyé un message pour me dire qu'elle pleurait encore. Mais ce que ma femme ne savait pas, c'est que je planifiais mon départ depuis des mois. Et ce qui s'est passé ensuite a complètement réduit en miettes la vie parfaite qu'elle pensait avoir bâtie. Je m'appelle Julien Moreau. J'ai 43 ans et, jusqu'à il y a 8 mois, je pensais avoir un mariage décent. Pas parfait, mais convenable. Je dirige un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise prospère à Lyon, le genre d'activité qui exige de longues heures de travail et une attention constante aux détails. Ma femme, Chloé, a 39 ans, elle travaille comme directrice de création pour une agence de communication de luxe et a toujours été obsédée par les apparences. L'aspect des choses, notre allure, l'image que notre vie renvoyait à ceux qui nous observaient. Nous étions mariés depuis 13 ans, sans enfants par choix. Chloé disait que des enfants nuiraient à sa trajectoire de carrière. Et honnêtement, j'étais soulagé. J'avais vu assez d'amis piégés dans des mariages misérables, restant ensemble uniquement pour les enfants. Au moins, Chloé et moi avions la liberté de partir si les choses tournaient mal. Je n'avais simplement jamais imaginé à quel point elles allaient s'envenimer. La fête d'anniversaire se déroulait au Soleste, ce restaurant branché sur un toit-terrasse en centre-ville où les cocktails coûtent 20 € et où les portions sont conçues pour Instagram plutôt que pour la consommation humaine réelle. Chloé l'organisait depuis des semaines, obsédée par chaque détail. La liste des invités, la décoration, le photographe qu'elle avait engagé pour capturer des moments, volés, qui sembleraient spontanés sur les réseaux sociaux. J'avais proposé mon aide pour l'organisation, mais Chloé m'avait écarté à chaque fois. « Contente-toi d'être présent et de ne pas me faire honte », avait été sa phrase exacte. Cela aurait dû être mon premier avertissement que cette soirée n'allait pas bien se terminer. La fête commençait à 19 h. Je suis arrivé à 18h45, vêtu du costume bleu marine que Chloé avait choisi pour moi la semaine précédente. Elle m'avait fait essayer 4 options différentes, critiquant chacune d'elles comme si elle jugeait un défilé de mode plutôt que d'aider son mari à s'habiller pour sa propre célébration. Quand je suis entré, Chloé m'a à peine adressé un regard. Elle était trop occupée à donner des ordres à son photographe, un gamin d'une vingtaine d'années nommé Enzo, qui l'appelait « Chlo », comme s'ils étaient de vieux amis. Elle s'était positionnée près de la rambarde où les lumières de la ville créaient la toile de fond parfaite, sa robe bordeaux captant les rayons dorés du soleil couchant. « Julien, tu es là », a-t-elle dit quand elle m'a enfin remarqué, d'un ton monocorde. « Essaie de te mélanger aux gens. Ne reste pas là avec ton air gauche. » J'ai pris un verre au bar et j'ai discuté avec des gens que je connaissais à peine. Les collègues de Chloé, dont la plupart me traitaient comme un meuble. Un meuble coûteux qui assortissait le décor mais ne servait à aucun but réel. Sa meilleure amie, Léa, m'a lancé un sourire compatissant lorsqu'elle m'a vu seul près du buffet de hors-d'œuvre. « Ça va, tu tiens le coup ?» m'a-t-elle demandé doucement. « Très bien, ai-je menti. J'essaie juste de ne pas gêner. » L'expression de Léa suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Chloé a couvert la musique d'ambiance et les conversations. « Tout le monde, c'est l'heure de la photo de groupe », a annoncé Chloé, faisant signe aux gens de rejoindre l'endroit désigné. Enzo va prendre la photo avant que la lumière ne change. Je me suis dirigé vers le groupe naturellement, me plaçant sur le bord comme je le faisais d'habitude lors de ces événements. Chloé maintenait une esthétique spécifique sur ses réseaux sociaux, épurée, polie, inspirante. J'avais appris au fil des ans que mon rôle dans son récit visuel était minimal, présent mais pas prédominant. Mais apparemment, ce soir-là, même une présence minimale était de trop. « Julien, qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Chloé, la voix aiguë d'irritation. Je l'ai regardé, confus. « Je me mets sur la photo ?»« Décale-toi du cadre », a-t-elle dit, sans même essayer de baisser la voix. « Ta tête gâche toute l'esthétique. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Autour de nous, les conversations se sont tues. Des gens qui riaient quelques secondes plus tôt sont devenus silencieux. Même Enzo a baissé son appareil, visiblement mal à l'aise face à ce qu'il voyait. Je suis resté là pendant peut-être 3 secondes, traitant ce qu'elle venait de dire. Puis, quelque chose en moi a basculé. Pas de la colère, pas de la douleur, juste une clarté. Une clarté pure et cristalline sur ce qu'était devenu mon mariage. Je suis sorti du cadre et j'ai continué à marcher, passant devant le groupe de personnes qui commençaient à chuchoter et à échanger des regards gênés.
Je suis passé devant le bar où j'avais laissé mon verre, devant Léa qui a tendu la main vers moi sans rien dire, et je suis allé directement vers l'ascenseur. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne ma voiture. Message après message, appel après appel. J'ai tout ignoré. J'ai démarré le moteur, je suis sorti du parking et j'ai roulé. Pas vers la maison. Je ne pouvais pas retourner dans la maison que je partageais avec Chloé depuis 13 ans. Pas ce soir. Au lieu de cela, je suis allé à mon bureau, je suis entré avec mon badge et je me suis assis dans le noir, fixant les lumières de Lyon à travers mes baies vitrées. Vers minuit, mon téléphone a vibré avec un message de Léa. Elle pleure encore. Elle dit qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit de cette façon. Tu devrais l'appeler. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai bloqué le numéro de Chloé et je me suis remis à observer la ville. Ce que Léa, Chloé et tous les invités de cette fête ignoraient, c'est que je planifiais mon départ depuis 8 mois. Depuis le jour où j'avais découvert que l'obsession de ma femme pour la perfection esthétique s'étendait bien au-delà des filtres Instagram et de l'organisation de soirées d'anniversaire. Avant de poursuivre sur ce que j'ai découvert à propos de Chloé, je veux vous demander une chose. Si cette histoire résonne en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre relation, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous. Laissez un commentaire pour me raconter un moment où vous avez réalisé que vous méritiez mieux. Et cliquez sur le bouton j'aime, car cette histoire va devenir beaucoup plus intéressante. Croyez-moi, vous voulez rester pour la suite. 8 mois avant la fête, j'étais rentré plus tôt d'un voyage d'affaires. Ma réunion à Marseille avait été annulée à la dernière minute. Ainsi, au lieu de passer la nuit sur place, j'avais pris un train plus tôt et j'étais de retour à Lyon vers 20 h un jeudi. La maison était sombre quand je me suis engagé dans l'allée, ce qui était étrange car la voiture de Chloé était là. Je suis entré discrètement, pensant qu'elle s'était peut-être couchée tôt avec une migraine, ce qu'elle faisait occasionnellement quand le stress au travail devenait intense. Mais Chloé n'était pas au lit. Elle était dans mon bureau, assise à mon bureau, en train de fouiller dans mes fichiers informatiques. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé depuis le pas de la porte. Elle a sursauté, littéralement bondi, sa main volant à sa poitrine. « Mon Dieu, Julien, tu m'as fait peur. Tu es sur mon ordinateur. » J'avais besoin de vérifier quelque chose pour le travail. Mon ordinateur est déchargé et je ne trouvais pas mon chargeur. Elle fermait déjà les fenêtres, bougeant trop vite, son explication semblant trop répétée. Je suis entré plus avant dans la pièce. « Qu'est-ce que tu cherchais » ? Juste un fichier pour une présentation client. Elle s'est levée en lissant sa robe. « Quand es-tu rentré » ? Il y a 2 minutes. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mes fichiers récents. Elle avait regardé mes relevés bancaires, spécifiquement mes relevés personnels que je gardais séparés de notre compte joint. « Chloé, pourquoi regardais-tu mes relevés bancaires » Son expression est passée de nerveuse à défensive. « Parce que tu me caches de l'argent. » Je l'ai dévisagé. J'ai un compte personnel. J'en ai toujours eu un. Tu en as un aussi. Ce n'est pas cacher de l'argent. C'est maintenir une indépendance financière comme nous en avions convenu lors de notre mariage. Tu as presque 350 000 € sur ce compte, Julien. 350 000. Et tu ne me l'as jamais dit ? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. C'est donc de cela qu'il s'agit ? Tu veux avoir accès à mes économies personnelles. Nous sommes mariés. Ce qui est à toi est à moi. Nous avons un contrat de mariage, Chloé. Avec des termes très clairs sur les biens propres. Elle a croisé les bras. Ce contrat a 13 ans. Les choses changent. Quelle chose ? Je réfléchis à lancer ma propre agence. J'ai besoin de capital. Et voilà. Elle ne s'inquiétait pas pour notre mariage ou notre partenariat financier. C'était juste une autre transaction dans la quête constante de statut et de succès de Chloé. De combien as-tu besoin ? Ai-je demandé, sachant déjà que je ne lui donnerais pas un centime. De tout. J'ai besoin de la totalité pour lancer l'agence correctement et rivaliser avec les grandes structures. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu veux que je te donne 350 000 € que j'économise depuis 20 ans pour que tu puisses créer une entreprise. Je suis ton mari, pas ta banque. Le visage de Chloé s'est durci. Très bien,
alors je l'obtiendrai d'une autre manière. Elle a quitté la pièce et je suis resté là à digérer ce qui venait de se passer. Ma femme avait fouillé dans mes informations financières privées, prévoyait d'exiger de l'argent qui ne lui appartenait pas, et semblait sincèrement en colère parce que je ne lui remettais pas simplement tout. C'est là que j'ai commencé à faire attention. À vraiment faire attention. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué des détails que j'avais été trop occupé ou trop confiant pour voir auparavant. Le téléphone de Chloé était toujours posé face contre table. Elle avait commencé à protéger tout par mot de passe, même son ordinateur portable qu'elle laissait autrefois ouvert sur le comptoir de la cuisine. Elle avait des réunions tardives 3 ou 4 soirs par semaine, rentrant après 22 heures avec une odeur de vin coûteux et inventant des excuses sur des clients difficiles. Mais la véritable confirmation est venue de mon associé, Marc, qui connaissait Chloé presque depuis aussi longtemps que moi. « Julien, je dois te dire quelque chose », a dit Marc un après-midi dans mon bureau. Il avait l'air mal à l'aise, changeant sans cesse de position. « Je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles, mais tu dois savoir. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » ? J'ai vu Chloé mardi dernier au 9e art. Elle dînait avec quelqu'un. Le 9e art était un restaurant gastronomique, le genre d'endroit où l'on emmène quelqu'un que l'on veut impressionner ou quelqu'un avec qui on couche. Avec qui était-elle ? Marc a sorti son téléphone et m'a montré une photo. Chloé était assise dans un box d'angle avec un homme que je ne reconnaissais pas. La quarantaine, costume hors de prix, le genre d'assurance d'entreprise que l'argent et le succès procurent. Ils ne se touchaient pas, mais leur langage corporel était intime, penchés l'un vers l'autre. La main de Chloé sur la table était assez proche de la sienne pour que cela puisse être fortuit ou intentionnel. Qui est-ce ? Benoît Valmont, le PDG de Valmont Digital. Ils sont l'une des plus grandes agences de com de Lyon. Tout s'est mis en place, les réunions tardives, la nouvelle obsession pour son apparence, l'intérêt soudain pour mon argent. Chloé ne pensait pas seulement à lancer sa propre agence. Elle prévoyait de me quitter pour quelqu'un ayant plus d'argent, plus de statut, plus d'attrait esthétique. J'ai remercié Marc et j'ai passé le mois suivant à rassembler des preuves. Pas pour me venger, mais pour me protéger. Je connaissais Chloé, je savais qu'elle essaierait de me faire passer pour le méchant, d'inventer un récit sur un mari négligent qui ne soutenait pas ses rêves. J'avais besoin de preuves de ce qu'elle était réellement. J'ai engagé une détective privée, une femme nommée Isabelle Martin, spécialisée dans les affaires familiales et recommandée par un de mes amis avocats. Isabelle a été minutieuse. En 2 semaines, elle avait des photos de Chloé rencontrant Benoît Valmont dans des hôtels, des restaurants, et dans son loft des quais de Saône. Il n'essayait même pas de se cacher. Il supposait simplement que j'étais trop stupide ou trop occupé pour m'en apercevoir. Le rapport de la détective a confirmé mes soupçons. Chloé voyait Benoît depuis presque 6 mois. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence et avaient apparemment décidé qu'ils étaient des âmes sœurs, ou quel que soit le terme utilisé par les gens pour justifier la destruction de leur mariage. Benoît était en instance de divorce avec sa seconde épouse. Et selon les sources d'Isabelle, il avait promis à Chloé un poste de direction dans son agence une fois qu'elle serait libérée de moi. Mais voici le problème avec les gens comme Benoît Valmont, ils n'arrivent pas au sommet en étant gentils ou en tenant leurs promesses. Ils y arrivent en utilisant les gens et en les jetant quand ils ne sont plus utiles. J'ai gardé tout cela pour moi. J'ai continué à mener ma vie de mari normal tout en préparant l'inévitable. J'ai transféré de l'argent vers des comptes que Chloé ignorait. J'ai mis à jour mon testament. J'ai fait des copies de tous nos documents financiers et de nos registres de mariage. J'ai même commencé à chercher des appartements, des endroits où je pourrais aller quand tout s'effondrerait. La fête d'anniversaire devait être mon opportunité de départ. J'avais prévu de rester pendant le dîner, de faire acte de présence pour ses amis et sa famille, puis de lui dire en privé le lendemain que je voulais divorcer. Propre, simple, digne. Mais quand elle m'a dit de sortir de la photo, quand elle m'a humilié devant 50 personnes juste pour maintenir son esthétique parfaite, quelque chose a changé. J'ai réalisé que je ne lui devais aucune dignité, aucune conversation privée ou sortie gracieuse. Elle avait fait de notre mariage une performance publique, j'y mettrai fin de la même manière. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé de mon bureau. J'avais la nuque raide, mon costume était froissé et mon téléphone affichait 73 appels manqués. La plupart de Chloé, certains de ses amis, quelques-uns de sa mère, dont j'avais toujours soupçonné qu'elle ne m'appréciait pas beaucoup. J'ai tout ignoré et j'ai appelé mon avocat à la place.
Maître Legrand, c'est Julien Moreau. Je dois demander le divorce aujourd'hui. Il s'attendait à cet appel, nous en avions discuté 3 mois auparavant quand j'avais commencé mes préparatifs. Les papiers seront prêts pour midi. Vous voulez que je lui fasse signifier ou vous le faites vous-même? Faites-les livrer à son agence à 14 heures. Assurez-vous que son assistante soit là pour en être témoin. Si Chloé voulait du drame public, elle en aurait. J'ai passé la matinée à la salle de sport, puis je suis allé chez le coiffeur, j'ai acheté 3 nouveaux costumes et j'ai emménagé dans l'appartement meublé que j'avais loué 2 semaines plus tôt sous le nom d'une société civile immobilière que mon avocat avait créée. Au moment où les papiers du divorce ont été remis au bureau de Chloé, j'étais installé dans mon nouveau chez-moi avec un verre de bourbon et 0 regret. Mon téléphone a explosé vers 14h30, mais j'avais déjà bloqué son numéro. Les appels arrivaient de numéros inconnus, que j'ignorais également. Enfin, vers 18h, Léa a appelé. « Julien, qu'est-ce qui se passe enfin ?» J'ai demandé le divorce, c'est assez clair. À cause de ce qui s'est passé à la fête? Elle ne le pensait pas comme ça, elle était juste stressée que tout soit parfait. Léa, je vais te dire quelque chose parce que tu as toujours été correcte avec moi. Chloé a une liaison avec Benoît Valmont depuis 6 mois. Elle prévoyait de me quitter de toute façon. L'histoire de la photo a juste accéléré mon calendrier. Silence au bout du fil. Puis, comment sais-tu pour Benoît? Tu savais? Je soupçonnais qu'elle avait changé. Secrète. Mais Julien, je n'avais pas de preuves. Et je ne voulais pas interférer dans votre mariage sur une simple intuition. J'apprécie cela. Mais j'ai des preuves maintenant. Des photos, des relevés financiers, tout ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer, protéger mes actifs et continuer ma vie. Léa a soupiré. Elle va se battre. Tu le sais. Qu'elle se batte. Elle perdra. Après avoir raccroché avec Léa, je me suis versé un autre verre et j'ai ouvert le rapport de la détective sur mon ordinateur. 200 pages de documentation, des photos de Chloé et Benoît dans des lieux divers, des relevés de messages que l'enquêtrice avait obtenus. Des transactions financières montrant que Benoît payait les rendez-vous de coiffure de Chloé, sa nouvelle garde-robe, et même le photographe pour son anniversaire. Ce dernier détail m'a fait rire. J'avais payé le lieu, le traiteur, l'alcool, mais Benoît avait payé Enzo pour capturer le moment esthétique parfait de Chloé. Le moment où elle m'avait humilié devant 50 personnes pour avoir l'air plus belle à ses yeux à lui. Le divorce a avancé rapidement. Chloé a essayé de contester le contrat de mariage, affirmant qu'il avait été signé sous la contrainte il y a 13 ans, que je l'avais forcé à garder nos finances séparées parce que je ne lui avais jamais fait confiance. Mon avocat a démoli cet argument en 15 minutes lors de la première médiation. Madame Moreau, a dit Maître Legrand d'une voix calme mais ferme. Vous étiez représenté par votre propre conseil lors de la signature. Vous avez négocié plusieurs clauses favorables. Il n'y a eu aucune contrainte. L'avocate de Chloé, une femme redoutable nommée Maître Vance, spécialisée dans les divorces à gros enjeux, a tenté un autre angle. Ma cliente mérite une compensation pour 13 ans de travail émotionnel, ayant soutenu la carrière de Monsieur Moreau tout en sacrifiant son propre avancement. J'ai failli rire. Chloé avait toujours été plus concentrée sur sa carrière que sur la mienne, mais mon avocat était prêt. Madame Moreau a une liaison extra-conjugale avec Benoît Valmont, PDG de Valmont Digital, depuis environ 6 mois. Il a fait glisser un dossier sur la table. Voici des photos et des relevés documentant leur relation. Monsieur Moreau a été plus que patient concernant l'infidélité de sa femme. Le visage de Chloé est devenu livide. Son avocate a ouvert le dossier, a parcouru les premières pages, puis l'a refermé rapidement. Nous avons besoin d'une suspension de séance. Pendant la pause, j'ai attendu dans la salle de conférence. 30 minutes plus tard, mon avocat est revenu avec des nouvelles. Ils veulent conclure un accord. Chloé garde la voiture, vous gardez tout le reste. Pas de prestations compensatoires, une séparation nette. Et pour l'affaire? Benoît sait-il qu'elle essaie encore de me soutirer de l'argent? Mon avocat a souri. En fait, j'ai des informations sur Monsieur Valmont que vous pourriez trouver intéressantes. Il ne divorce pas de sa femme. Ils se sont réconciliés il y a 2 mois. Je l'ai regardé, incrédule. Quoi?
Benoît Valmont et sa femme ont renouvelé leurs vœux en Provence le mois dernier. Une cérémonie très privée. J'ai une source dans son agence qui me l'a confirmé. Ainsi, Chloé couchait avec un homme marié qui restait marié à une autre. Les pièces s'emboîtaient. Benoît avait utilisé Chloé de la même manière qu'elle avait essayé de m'utiliser. Il lui avait probablement promis tout ce qu'elle voulait sans jamais avoir l'intention de le faire. Et maintenant, elle allait perdre son mariage, sa sécurité financière et son amant d'un seul coup. Dites-leur que j'accepte l'accord, ai-je dit. Mais j'ai une condition supplémentaire. Laquelle? Chloé doit annoncer sur ses réseaux sociaux que nous divorçons à cause de son infidélité. Une honnêteté totale, sans détournement de la vérité, sans récit de victime. Juste la vérité. Mon avocat a haussé un sourcil. C'est inhabituel. Se faire dire de sortir d'une photo parce que son visage gâche l'esthétique l'est aussi. Il a passé l'appel. L'avocate de Chloé a protesté, mais mon avocat est resté ferme. Soit elle acceptait les termes, soit nous allions au tribunal où des détails encore plus embarrassants deviendraient publics. Elle a accepté. 3 jours plus tard, Chloé a publié un message sur Instagram. Pas de filtre, pas d'image travaillée, juste du texte noir sur fond blanc. Julien et moi divorçons. C'est entièrement ma faute. J'ai eu une liaison et j'ai trahi l'homme qui n'a été que bon envers moi pendant 13 ans. J'ai choisi mon ego plutôt que mon mariage, et j'en subis maintenant les conséquences. J'espère que d'autres pourront apprendre de mes erreurs. Le post a généré plus de 1000 commentaires avant qu'elle ne les désactive, mais les captures d'écran avaient déjà fait le tour des milieux lyonnais. La marque soigneusement construite de Chloé a été détruite en un seul moment d'honnêteté. Léa m'a envoyé un message plus tard dans la journée. Il a fallu du courage pour lui faire poster ça, mais c'était la chose à faire. Comment va-t-elle? Pas très bien. Benoît a coupé tout contact quand sa femme a découvert la vérité. Chloé va probablement perdre son poste aussi, l'agence ne veut pas de ce genre de drame. J'ai ressenti un petit quelque chose. Pas vraiment de la satisfaction, pas vraiment de la sympathie, juste la reconnaissance que les actes ont des conséquences. Dis-lui que j'espère qu'elle s'en sortira, ai-je répondu. Et toi? A demandé Léa. Quoi, moi? Est-ce que tu vas t'en sortir? Tourner la page? Être heureux? J'ai réfléchi à cette question en regardant autour de moi dans mon nouvel appartement. Ce n'était pas aussi grand que la maison que je partageais avec Chloé. Les meubles étaient temporaires, les murs nus, et je n'avais aucune des œuvres d'art coûteuses qu'elle avait insisté pour que nous achetions. Mais c'était à moi. Entièrement à moi. Pas de mise en scène, pas d'esthétique imposée, pas besoin d'être quelqu'un que je n'étais pas pour entrer dans son image parfaite. Oui, ai-je dit à Léa. Je pense que oui. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai croisé Chloé dans un café du quartier de la Pardieu. Elle avait l'air différente, vieillie, fatiguée. Ses cheveux n'étaient plus coiffés comme avant, et elle portait un jean et un pull au lieu de ses habituelles tenues de créateur. Julien, a-t-elle dit en me voyant. On peut parler? Nous nous sommes assis à une table dans un coin. Chloé a commandé un café noir. Pas de boisson élaborée avec des laits alternatifs et des suppléments. Juste un café. Je voulais m'excuser, a-t-elle commencé. Pour tout. La fête, la liaison, la façon dont je t'ai traité. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? J'ai haussé les épaules. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Chloé? C'est fini. Nous sommes divorcés. Tu avances, j'avance. Es-tu heureux? Je le suis, oui. Et toi? Elle a ri amèrement. Non. Benoît ne répond plus à mes appels. J'ai perdu mon job. Je vis chez ma mère parce que je n'ai pas pu garder la maison. Ma communauté sur les réseaux a chuté de 70% après ce post que tu m'as forcé à écrire. Je ne t'ai pas forcé. C'était la condition pour un accord rapide. Tu as accepté. Je sais. Elle a serré sa tasse entre ses mains. J'aimerais juste pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. Nous aimerions tout cela parfois, mais on ne peut pas. On doit juste vivre avec les choix que l'on a faits. Est-ce que tu me détestes? J'ai réfléchi.
Est-ce que je la détestais? Non. La haine demande de l'intérêt, et j'avais cessé de m'intéresser à Chloé la nuit où elle m'avait dit de sortir de la photo. Je ne te déteste pas, ai-je fini par dire. Je ne ressens simplement plus rien pour toi. Tu voulais que je sois invisible. Maintenant je le suis, du moins pour toi. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes, mais je ne l'ai pas consolée. Ce n'était plus mon rôle. J'ai fini mon café, lui ai souhaité bonne chance et je suis parti. Dehors, le soleil lyonnais brillait. Le printemps se transformait en été et les Alpes au loin semblaient claires et proches. J'avais une réunion avec un client potentiel dans 1 heure, un dîner avec quelqu'un que j'avais rencontré par Marc ce soir-là, et absolument aucun regret d'être sorti de cette photo. Parfois, la meilleure décision que vous puissiez prendre est de sortir du cadre et de continuer à marcher. De refuser d'être invisible dans votre propre vie, de comprendre que si quelqu'un vous traite comme si vous gâchiez son esthétique, vous n'êtes pas le problème, c'est lui qui l'est. Je m'appelle Julien Moreau et j'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par l'allure que j'ai sur la photo de quelqu'un d'autre. Elle est déterminée par ce que je ressens quand je tiens debout tout seul. Et en ce moment, je me sens sacrément bien. Si cette histoire vous a touché, si on vous a déjà fait vous sentir invisible ou insuffisant par quelqu'un qui était censé vous aimer, je veux que vous sachiez une chose. Vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un qui vous veut sur chaque photo, qui ne vous fait jamais douter de votre valeur, qui vous voit comme essentiel plutôt que comme optionnel.